Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les limites en négociation, les points de rupture. C'est la première vidéo d'une série de 3. Dans celle-ci, vous allez voir les origines et les définitions des limites en négociation. Dans la prochaine vidéo, vous pourrez voir comment utiliser cette définition pour mieux vous préparer et avoir plus de pouvoir en négociation. Et dans une troisième vidéo, vous pourrez voir comment mieux échanger avec votre interlocuteur et pour trouver un accord en gérant aussi ses limites en négociation. Les points de rupture en négociation, c'est très important que vous soyez dans des négociations d'affaires ou dans des négociations privées. Les gens utilisent en permanence les points de rupture pour justifier dans leur argumentation des prises de décision ou vous mettre la pression ou expliquer qu'ils ont eux-mêmes la pression et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est pour ça que pour préparer aussi bien une négociation salariale, immobilière, des contrats d'affaires ou des contrats dans le monde privé, c'est très important de connaître les limites et leurs origines et comment les modifier. Souvent, mes clients ou des amis me demandent comment faire pour mieux négocier. Et régulièrement, en discutant avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont un problème de gestion des limites. Alors commençons d'abord avec la notion d'alternative. Une des raisons pour lesquelles on a des limites en négociation, c'est qu'on a un meilleur choix ailleurs. Les Anglais ont défini ça avec l'acronyme BATNA pour Best Alternative to a Negotiated Agreement. Les Français ont repris ça avec l'expression MESOR, meilleure solution de rechange. Et vous trouverez une vidéo sur la chaîne qui vous présente plus en détail la BATNA. Alors je me mets à mon bureau pour vous montrer quelques illustrations. Ici, vous voyez qu'on a la BATNA. Tout ce qui est inférieur à la proposition que vous avez sur cette BATNA n'a pas lieu d'être discuté. C'est pour vous pas intéressant, vous avez mieux. Tout ce qui serait meilleur que cette BATNA peut être dans le champ des possibles. Au moment où vous négociez, vous avez déjà parlé avec d'autres personnes, d'autres organisations, d'autres individus, et vous avez d'autres propositions sur la table. Il faut que ce soit préalable à votre discussion. Il ne faut pas juste que vous soyez en train de vous dire « moi, je pense que je vais faire mieux ailleurs ». Si vous pensez ça, c'est possible, mais à ce moment-là, vous n'avez pas une limite, vous avez une pause dans votre négociation et vous allez aller explorer d'autres solutions. Les alternatives, c'est vous qui allez les chercher, c'est vous qui êtes moteur pour consulter le marché, voir plusieurs offres, et vous le faites naturellement quand c'est dans le domaine privé. Par exemple, vous visitez plusieurs biens immobiliers, vous regardez plusieurs annonces, vous essayez de comparer. Cette démarche empirique que l'on a en tant que particulier, il faut la structurer en tant que professionnel, qu'on soit acheteur ou vendeur. On essaye, quand on est acheteur, d'avoir un maximum de propositions de différents fournisseurs. Et quand on est vendeur, on essaye de consulter un maximum d'interlocuteurs qui peuvent devenir des clients. La deuxième origine, source ou explication des points de rupture, c'est non plus l'alternative, mais l'attente. Alors l'attente, c'est quoi? C'est l'idée qu'on pense qu'on va avoir une meilleure proposition de la part de notre interlocuteur, mais plus tard. Je reviens à mon bureau pour vous montrer la partie concernant la zone de refus et la zone des possibilités quand on regarde le présent ou le futur. Quand on pense que la proposition ultérieure sera meilleure, effectivement, on va caler une sorte de BATNA virtuelle qui n'est pas certaine, c'est votre appréciation de l'évolution du marché et de l'évolution des offres, et vous allez considérer qu'il vaut mieux attendre. Et si le temps d'attente est supportable par rapport à votre situation actuelle, si ça vaut le coup d'attendre, à ce moment-là, eh bien, effectivement, ça devient pour vous une limite, parce que vous n'avez aucun intérêt à prendre une décision maintenant. C'est une sorte de BATNA, non pas avec un interlocuteur extérieur, mais avec le temps. Par exemple, les gens vont attendre quand ils pensent que les prix vont chuter. C'est typique des particuliers qui attendent les soldes en se disant « j'aurai le même produit mais moins cher ». Dans le monde des affaires, les gens vont attendre en espérant avoir un surplus et pouvoir racheter un stock à un meilleur prix. Ou bien les gens vont attendre parce qu'ils pensent qu'une subvention ou une évolution économique va modifier significativement les prix. Quand je vous raconte ça, vous voyez bien que souvent, on n'est pas tellement pressé d'attendre. On a plutôt l'impression dans le monde des affaires que ça va s'accélérer, que la rareté ou l'augmentation des prix ne va pas être favorable. Attention de ne pas confondre cette attitude d'attente avec une attitude qui serait plus de l'absence de prise de décision, de la recherche illusoire d'une solution parfaite, de la procrastination, comme disent les anglo-saxons, où les gens n'arrivent pas à se décider, avec cette merveilleuse citation d'André Gide. Choisir, c'est se priver du reste. Faites attention de ne pas inventer des points de rupture qui n'existent pas en étant toujours en train de vouloir attendre. Ça, c'était la deuxième raison. Et la première et la deuxième raison, l'alternative et l'attente, ce sont des raisons qui s'expliquent par le fait qu'on a mieux ailleurs. Dans la troisième et la quatrième raison qu'on va voir maintenant, vous allez voir que ce n'est pas qu'on a mieux ailleurs, c'est qu'on n'a pas la possibilité de s'engager comme on nous le demande et c'est pour ça qu'on a un point de rupture. Alors la troisième origine, explication, définition des points de rupture, c'est la délégation. Avez-vous l'autorité pour engager votre société, votre foyer
sur un sujet. Est-ce que c'est votre mission? Est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé? Ou, si personne ne vous demande rien et que vous êtes maître à bord, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Je suis de retour à mon bureau pour vous montrer ce schéma. Alors là, on voit très bien ce qui se passe. Tout ce qui est en dehors de votre délégation est inacceptable pour vous. En général, les gens comprennent, j'ai un budget, j'ai une délégation, une signature d'engagement, je comprends. Mais on a aussi des signatures qui sont limitées par une spécification technique. On veut un label de qualité, on veut une date de livraison, on veut une fonctionnalité. Elle nous a été demandée, on n'est pas là pour acheter autre chose. Si on vous envoie acheter un vêtement, il faut acheter un pantalon, vous revenez avec un short, faut bien réfléchir si c'est dans le mandat ou pas, parce que peut-être que le short est moins cher, mais c'est pas ça qu'on vous a demandé. Alors il n'y a pas que l'argent dans l'autorité et dans la délégation. Parlez-en avec votre boss, on le verra dans la deuxième vidéo sur la préparation. Il faut savoir quel est le dosage du oui ou non. C'est pas toujours binaire, il y a une zone grise. Si c'est pas dans votre mission et que vous faites le contrat, c'est toujours une catastrophe. Et en entreprise, on vous le pardonnera pas plus que dans la vie privée. Alors la quatrième et dernière source d'explication d'origine des points de rupture, c'est évidemment le côté abracadabrantesque de certaines propositions. Surtout dans le monde des affaires. Ça, vous allez moins le rencontrer dans la vie privée, parce que dans la vie privée, quand il s'agit d'immobilier, quand il s'agit d'automobile, quand il s'agit de contrats d'engagement qui incluent directement la vie privée des gens, les gens font très attention et ils se projettent avec un vrai réalisme sur leur capacité à exécuter et à bénéficier du contrat. Mais dans le monde des affaires, les gens changent de job ou changent de fonction ou sont même pas toujours en charge de l'exécution du contrat. Donc ils finissent par s'engager sur des réalisations, sur des promesses qui ne sont pas réalistes. Et c'est pour ça que j'aime bien le mot du président Jacques Chirac, abracadabrantesque. Et vous pouvez trouver que ce mot est un peu décalé dans une vidéo professionnelle. Mais regardez ce qui se passe dans les contrats dont vous avez connaissance parce qu'ils sont portés sur la place publique par les médias. Combien de fois on a des contrats d'affaires, mais quand on les regarde, on se dit « mais qui a signé ça ?» Voilà, je suis de retour à mon bureau une toute dernière fois pour vous montrer deux schémas. D'abord celui qui vous montre que à gauche c'est trop risqué, à droite c'est ok, et la question c'est où est-ce qu'on accepte de prendre un risque? Et visuellement, là, c'est au milieu, mais dans la réalité, ça ne doit pas être au milieu. Et pour mieux l'illustrer, peut-être ce schéma, ce serait de mettre un pourcentage de risque 100, abracadabrantesque, et 0. On est sûr de la bonne exécution. Il faut en discuter avec les membres de votre équipe pour savoir quel type et quel pourcentage de risque on est prêt à prendre. Et on a trop souvent des dépassements de budget, des dépassements de timing, des qualités qui ne sont pas délivrées. On a trop souvent ce genre de problème pour ne pas reconnaître qu'un des points de rupture que les gens ne regardent pas suffisamment dans les négociations, ce sont les côtés abracadabrantesques de certaines propositions qui ne sont pas réalisables. Alors j'insiste beaucoup là-dessus, je l'ai mis en quatrième, mais souvent dans le monde des affaires, c'est ce qu'on devrait mettre en premier. Et voilà, vous avez vu les 4 sources, origines, explications des points de rupture. Vous en avez 2 qui sont « on aura mieux ailleurs », soit avec un autre partenaire, c'est l'alternative, soit avec un autre moment, c'est l'attente. Et on en a 2 qui sont liés à « c'est pas possible, c'est en dehors de ma délégation, donc j'ai pas l'autorité pour me lancer là-dedans parce que c'est pas ce qu'on m'a confié », ou c'est en dehors du monde réel, c'est abracadabrantesque. Et vous voyez finalement derrière un seul mot, les points de rupture, on a 4 définitions et on va voir dans les vidéos 2 et 3 sur la préparation des négociations et sur la conduite des négociations comment vous utilisez la connaissance de ces 4 facteurs pour mieux vous préparer et mieux négocier avec vos interlocuteurs et faire de meilleurs deals. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous invite bien sûr à vous abonner et à suivre les publications de la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.